Oui, c'est la référence que je fais au bonheur, justement. Je veux dire, je parle pas du plaisir, mais je parle du bonheur. Quand vous êtes dans cet état de bonheur, tout est à sa place, vous aussi, mais vous ne savez pas pourquoi. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien, vous l'êtes plus. Ce qui prouve bien que dès l'instant qu'il y a une prise de conscience, il y a une prise. Pour moi, la conscience, ça serait un beau sujet de philo, c'est le souvenir du fractionnement. C'est-à-dire quand on est dans chaque chose, on n'en a pas conscience. C'est quand on en sort qu'on en a conscience. On se dit qu'est-ce que c'était bien. Donc, je pense que si Dieu existe, il n'a pas de conscience non plus. Parce que dès l'instant s'il en a une, eh bien, il se souvient qu'il est différent, qu'il est séparé de quelque chose. On pense à analyser quelque chose quand on est séparé de quelque chose. Mais quand vous regardez un coucher de soleil, vous n'êtes pas obligé de savoir comment il fonctionne. Et pourtant, vous allez avoir un bénéfice terrible de ça. Donc, pour moi, mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est que le bonheur, c'est l'action d'être, je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. Donc, je ne suis séparé de rien. Donc, j'ai aucune interprétation. J'arrive justement dans ce fameux non-choix. J'ai pas à choisir quelque chose plus qu'une autre. Tout est à sa place. Dès l'instant que je reviens dans le choix, je reviens dans la conscience. Peut-être que la conscience, c'est aussi l'acte de choisir. Alors, ça ne veut pas dire avec ce que je viens de dire, il ne faut pas choisir dans le monde des hommes. Mais si votre vie devient le choix des contraintes, on peut commencer à se poser la question. Donc pour moi, oui, je réitère mon propos. Pour moi, on ne peut pas trouver l'unité en gardant l'individualité. On se dit, bah, quand je vais être mort ou je ne sais quoi, eh bien, je vais me fondre dans un grand tout, mais je vais continuer à exister et à penser comme moi. Pour moi, il n'y a aucune chance. C'est comme un arbre, par exemple, avec une feuille. Même si la feuille n'existe pas en tant que telle, la seule chose qui existe, c'est l'arbre. Et si je suis en conscience de feuille, je ne suis pas dans chaque chose. J'ai pas cette vision d'unité, j'ai seulement la vision de feuille. Et d'ailleurs, je vais voir la feuille d'à côté qui tombe et je vais dire, quelle horreur, c'est bientôt mon tour, je vais mourir. Mais alors que la seule chose qui existe, c'est l'arbre. La feuille n'a jamais existé en tant que telle. Donc, est-ce qu'on, nous, on existe en tant que tel, ou est-ce qu'on est le fractionnement de quelque chose de plus grand qui a pris conscience de son individualité, ne serait-ce que parce que c'était insupportable de penser qu'on n'était qu'un cheveu, par exemple, qu'une partie de quelque chose de plus grand. Donc, on s'est créé une conscience pour se dire qu'il y a à la fois notre bonheur et notre malheur. Le bonheur, c'est de dire j'existe. Le malheur, c'est de dire je ne suis pas complet. Il me manque quelque chose. Et d'ailleurs, dans toutes les périodes comment dirais-je, de contemplation, c'est-à-dire l'ouverture du temple, est-ce qu'on n'a pas tendance à fusionner? Il y a certains endroits où on parle d'égrégore. Donc l'égrégore, c'est pas du tout de l'individualité, ça. Et là, il se passe des choses que chaque individu ne peut pas faire. Donc je pense que l'interprétation est individuelle, mais ce que nous vivons est collectif. Et que si on a cette conscience du collectif, on est dans chaque chose et on ne peut pas avoir la conscience de cette individualité. À la seconde où la feuille se rend compte qu'elle est qu'une feuille d'un arbre, elle ne peut plus jamais imaginer qu'elle est qu'une feuille autonome. Il y a des paraboles du Vedanta comme ça. C'est un type qui marche sur un chemin et au milieu du chemin, il y a une corde. Et lui, il s'approche et puis il se dit, mais non, c'est un serpent. Et il est obligé de faire un très grand détour en se disant, mais non, c'est un serpent, c'est affreux, pour moi, il va me tuer. Et finalement, ça l'embête tellement de faire un grand détour qu'il s'approche et il se rend compte qu'effectivement, c'est une corde. Et donc, il va pouvoir passer. Donc, ça veut dire qu'aussi la perception qu'on a de notre univers dépend de notre individualité, de notre point de vue. Et ce point de vue est fractionnant. Et ce point de vue fractionnant est lié à la conscience. Et ça veut dire que si je reviens dans une conscience plus grande, dans un premier temps, ce qui est un égrégore, et sans doute plus tard, ce qui est, c'est-à-dire être bien ou être conscient, c'est un pléonasme pour moi. C'est dès l'instant que je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. Donc, j'ai plus aucune interprétation. Encore une fois, je vous rappelle que l'interprétation, c'est quand je sors de cet état, pas quand je suis dedans. Pour moi, c'est la différence entre un artiste et un technicien. Un artiste, justement, il ouvre une fenêtre vers l'extérieur, il fait rentrer du dissolvant. Et en tant que tel, ce dissolvant va jouer sur ce que je suis. Quand je vois une œuvre d'art, eh bien, j'ai pas besoin de savoir comment elle fonctionne, qu'est-ce que l'artiste a voulu dire, c'était quoi son message. Non, il va se passer autre chose. Ça va me rendre immobile, silencieux et aligné. C'est-à-dire, je vais avoir la mâchoire qui tombe comme ça, puis je vais être figé. Pourquoi? Parce que c'est l'action du dissolvant sur le corps. Et quand je vais voir cette œuvre d'art, je suis dans une espèce d'unité, justement, dans un ensemble, pas dans une interprétation. L'amour, l'unité, la vérité, pour moi, tout ça, c'est des mots différents pour parler de la même chose. On ne peut pas parler de la vérité parce que
pour être dans la vérité, il faudrait que je sois dans chaque chose. Mais étant dans chaque chose, je peux pas en parler parce que pour parler de quelque chose, il faut que je sois sorti, il faut que j'en sois témoin. Mais dès l'instant que j'en suis sorti, je peux plus parler de la vérité, je peux parler que de mon point de vue. Donc, c'est un peu cet antagonisme, c'est comme l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Dès l'instant que je peux en parler, c'est trop tard. C'est un état d'être. Mais cet état d'être, j'en ai absolument pas conscience d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je vais en sortir, je vais dire, ah, qu'est-ce que c'était bien. Et je vais essayer de retrouver des manières techniques, c'est-à-dire chronologiques, c'est-à-dire avec la logique du temps, pour percevoir l'unité qui est surtout pas dans le temps. Donc, ça peut pas marcher. C'est les Madeleines de Proust, j'essaye de retrouver toutes les manières techniques, les conjonctions de temps, d'espace, de personnes pour retrouver cet état. Mais cet état, il n'est pas lié à la matière, il est lié au spiritus, justement. C'est-à-dire cette capacité de dissoudre nos obstacles pour ne faire qu'un. Et je pense que pour moi, la conscience est une manière de mettre un mot sur les obstacles. C'est-à-dire dire, voilà comment je suis habillé, voilà comment je suis enfermé, voilà à quoi je pense. Puis très vite arrive l'ego derrière, qui est, voilà ce que je représente dans le monde. Mais en dehors de tout ça, l'acte d'amour, c'est aussi un acte où on s'oublie. C'est-à-dire, on ne pense plus à ses préoccupations ni matérielles, ni même sa propre vie. On peut être au-delà de ça. Mais ça veut dire qu'il y a une espèce de perte de conscience, il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, qui est pour moi ce dissolvant. Le croyant dira, il y a une conscience universelle, une conscience d'amour, Dieu, qu'est-ce qu'on veut. Et tout ça n'a pas d'importance finalement, puisque pour moi, on ne peut être dans ces états-là qu'en défaisant. Alors que le plaisir, c'est le contraire. Le plaisir, il est dans l'action. Il n'y a pas de plaisir sans mouvement. Alors qu'il n'y a pas de bonheur sans immobilité. On voit que c'est des choses exactement différentes. C'est-à-dire que le plaisir et le bonheur sont des choses exactement opposées. Le plaisir est dans l'agitation, le bonheur est dans l'immobilité. Si j'imagine un sage, est-ce que vous imaginez un sage agité, courir sur les murs? Non, non, il est forcément immobile. Et d'ailleurs, c'est drôle, quand on a fait les textes, on a mis le 7e jour, l'esprit se reposa. Mais se reposer, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire se poser à nouveau. Et nous avons associé ça au non-mouvement, ce qui veut dire qu'on a sous-entendu que l'esprit ne peut se déposer que si on est immobile. Et c'est pour ça qu'on a placé ce jour d'immobilité pour que l'esprit redescende. Et c'est ce que j'espère beaucoup dans cette crise aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'essayer de s'occuper, laissons venir justement ce spiritus. C'est une occasion unique peut-être qu'a l'humanité aujourd'hui de laisser de la place pour que ce dissolvant reprenne sa place dans le monde. Donc, pour moi, je dirais arrêtez de faire, arrêtez d'avoir peur de vous ennuyer. Celui qui s'ennuie est ennuyé. Les gens, la première chose qu'il faut dire, mais c'est comment on va faire pour s'occuper? Ça veut dire que vous êtes obligé de vous occuper? Non, justement, ne vous occupez pas. Laissez-vous pénétrer. On a parlé d'inspiration tout à l'heure. Bah, si ça souffle partout, c'est l'occasion d'en mettre un grand coup. Hein. Inspirez. Et puis, c'est peut-être pas un hasard aussi, c'est ce virus, il est pulmonaire. Hein. Il joue sur notre faculté d'inspiration. Alors, comme je pense qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde, mais que des causes inconnues, c'est pour moi en tout cas des interrogations qui me donnent envie plus d'ouvrir la fenêtre et d'inspirer plutôt que m'enfermer et d'avoir peur. Patrick, vous utilisez le terme fractionné, dissoudre, dissolvant, dissoudre, défaire. En fait, c'est l'idée de séparation. Et là, ça me permet justement de vous poser la question, ce fameux caput mortuum. Alors, il y a une tradition qui dit que le caput mortuum, c'est l'escorie, ce dont l'alchimiste se sépare et qu'on doit s'en séparer définitivement. Et une autre tradition qui dit que ce caput mortuum, on doit le calciner une dernière fois pour en faire la terre adamique qui va servir pour une opération opérative plus tard pour le grand œuvre. Entre ces deux voies, laquelle est la plus cohérente? Il y en a une qui paraît un peu aberrante, mais selon vous. Alors, ça dépend de plein de choses. Et entre parenthèses, quand on dit tout ce que je dis semble fractionner, séparer, dissoudre, en réalité, c'est les obstacles que ça dissout. Hein. C'est comme des bulles dans l'océan. Le but du jeu, c'est de rassembler les bulles pour qu'elles n'en fassent qu'une. Et c'est pas les bulles que je vais faire disparaître. C'est les obstacles, c'est ce qui empêche ce rassemblement, justement. Donc, avant de répondre à cette question du caput mortem, il faut se poser la question de c'est quoi l'alchimie opérative? C'est-à-dire, c'est quoi le but? Comment ça marche? Et quelle voie je vais suivre? Une voie sèche, une voie royale, une voie humide? Quelle matière première je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser une matière première et pourquoi? Et à quoi ça sert cette matière première? Et encore une fois, je ne peux comprendre ça que si j'ai compris le but de l'alchimie. Donc, je reviens à cette vision de, pour moi, l'alchimie, c'est de trouver ce dissolvant universel et de dissoudre la matière, justement,
pour qu'il n'y ait plus d'obstacles et que tout ne fasse qu'un. C'est peut-être présomptueux, mais je pense que c'est ça. Et que le reste n'est que conséquence. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver ce dissolvant universel, parce qu'il y en a partout. Alors, le problème majeur, c'est que ce dissolvant universel, il se comporte de deux manières, c'est-à-dire un qui descend puis un qui monte. Et l'idée, c'est d'en faire un neutre, c'est-à-dire pas un qui monte ni un qui descend. Et la seule manière de réussir à faire ce dissolvant de manière neutre, c'est d'abord de capter les deux, c'est un qui monte, un qui descend, un solaire, un lunaire, comme vous voulez, et puis déjà les purifier pour être sûr qu'il n'y a que ça dedans, puis pas autre chose, puis ensuite les assembler à part absolument égale. Parce que si c'est pas égal, ça va forcément créer un déséquilibre. Donc, la première énigme, c'est où il est ce dissolvant. La réponse, c'est il y en a partout. Mais la réponse de l'alchimiste, c'est il y a des corps qui en contiennent plus que d'autres. Il y a des éponges. Donc, c'est quoi ces éponges, hein? Deuxièmement, comment à l'intérieur de ces éponges-là, je vais aller chercher ce dissolvant? Avec quoi? Et puis, une fois que j'aurai ce dissolvant, comment je vais le séparer dans ces deux parties? C'est-à-dire la partie lunaire et la partie solaire. Ensuite, comment je vais les rassembler à part absolument égale? Et puis, une fois que je les aurai rassemblés à part absolument égale, il va se passer quelque chose parce que maintenant, c'est ce dissolvant universel. En gros, je suis en train de vous expliquer la voie des amalgames, par exemple. Donc, la première chose, trouvons un métal qui contient, je vous laisse chercher, mais il n'y en a pas 50 000. Il n'y a que 7 métaux, donc c'est pas très compliqué de tomber sur le bon. Après, il y a qu'est-ce qui est capable de rentrer dans un métal? Une eau qui mouille pas les mains, mais qui est capable de rentrer à l'intérieur. Puis quand on va récupérer cette eau, elle va plus être morte, elle va être vive. Donc, une espèce de vif quelque chose. Donc là, je vous aiguille quand même pas mal. Et ce vif quelque chose, maintenant, il va contenir les deux natures, mais il va avoir une particularité, il est capable de s'allier indifféremment avec le roi et avec la reine. Donc, ça veut dire que si je les allie avec exactement la même quantité de rois et exactement la même quantité de reines, ça fait comme deux paniers qui vont contenir chacun un dissolvant lunaire et l'autre un dissolvant solaire. Donc, ça y est, je sais comment séparer les deux maintenant. Après, l'autre question, c'est comment je les rassemble. Pour les rassembler, il me faut un marieur. C'est-à-dire quel marieur va être capable, sans créer aucun déséquilibre, de les rassembler tous les deux. C'est le même, sauf qu'il ne faut pas qu'il ait quelque chose à l'intérieur. Il faut qu'il soit neutre. Donc, à ce moment-là, et en plus, ça va marcher puisque ça va créer des amalgames. Donc, ces deux natures vont se réunir grâce à notre marieur qui entre, qui est notre messager des dieux, qui est notre eau, et créer un amalgame. Mais il faut savoir aussi que maintenant, ce marieur, il ne sert plus à rien. Donc, il va falloir l'enlever. Et il n'y a qu'une manière de l'enlever maintenant. Il va falloir le rendre volatile, le volatiliser. Donc, ça tombe bien parce que son point d'évaporation va être beaucoup plus bas que celui de fusion même des deux autres métaux, ce qui fait que ça va s'évaporer. Maintenant, je vais avoir un amalgame. Je vais avoir, dans un premier temps, comprendre les deux, un hermaphrodite, moitié Hermès et moitié Aphrodite. Et dans un dernier temps, un androgyne, c'est-à-dire les deux ont fusionné à l'intérieur. Et maintenant que les deux ont fusionné à l'intérieur, j'ai un réceptacle qui contient, à part exactement égale, les deux natures qui fusionnent. C'est ça la pierre philosophale. Voilà, ce que j'ai dit de l'œuvre est complet. Voilà, mais tout ça, c'est pas hasard. Tout ça, vous pourrez revoir dans les textes et dans les livres tout ce que je raconte, vous allez voir, ça colle. Alors, en prenant toutes les précautions, en sachant qu'il y a des produits toxiques, qu'on ne fait pas n'importe quoi et que si on ne sait pas, on ne fait pas. Et là, la question, est-ce qu'il va y avoir une terre morte et est-ce que cette terre va être morte à un moment? Oui, forcément. Puisque une fois que ça aura fusionné pour faire un enfant plus beau que ses deux parents, les deux parents vont être morts de ça. C'est-à-dire, c'est la même manière. Le principe est toujours le même. C'est comment je vais faire une coupe qui contient les deux principes. Et les principes, ils ne sont pas forcément mécaniques. Ils sont forcément pas mécaniques même. Donc, ils peuvent être contenus dans quelque chose. Donc, soit ils sont contenus dans un métal, soit ils peuvent être contenus dans un feu même. Donc, on doit juste ouvrir légèrement la matière pour qu'elle libère ses feux. Tu peux nous montrer voilà, c'est ça, exactement. Donc, cette partie où on voit cette matière jaune que tu vas nous expliquer ce que c'est, et la petite partie qui est en dehors, et tu me l'as dit, c'était un métal et non un morceau de verre, comme je le pensais. Tout à fait, le métal, je l'ai retiré, il était là. D'accord. En bas, il reste le verre ici. Voilà, c'est très intéressant. Ça. Voilà un autre, Donc, voilà. un autre morceau.
Alors, c'est un Ah bout de ouais, d'accord. creuset, évidemment. On a la capacité de transmuter, de vitrifier le métal. Donc ça, c'est 100% métal, il n'y a pas un iota de silice à l'intérieur. Imaginez des vitraux qui seraient faits 100% en métal, pas un iota de silice à l'intérieur. Et non pas en grisaille, c'est-à-dire pas en mettant une poudre métallique à l'intérieur de verre. Non, non, pas de silice du tout, 100% métal. Alors évidemment, quand le soleil passe à travers un métal au lieu de passer à travers de la silice qui est neutre, ça va avoir une vertu particulière, ça va avoir une résonance particulière. Donc c'est pourquoi les vrais vitraux et les vitraux qui fonctionnent étaient faits comme ça, 100% métal. C'est juste un savoir-faire, hein. C'est-à-dire qu'on prend le métal, on le met dans un creuset, luté, c'est-à-dire fermé hermétiquement, et on va le chauffer le temps nécessaire à. Et puis ensuite, il suffira de l'arrêter quand on le sent, puisqu'on ne va pas voir, c'est fermé, hein. Et puis quand on va l'ouvrir, on va trouver à l'intérieur qu'il n'y a plus de métal, mais qu'en réalité, c'est ce métal, puis c'est réversible. C'est-à-dire que si je prends ce métal, je prends le verre qui est ici, je le broie et je le réchauffe, je vais retrouver le métal qui était à l'origine. Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs couleurs, bien sûr, hein. Ça va dépendre du métal, du temps de cuisson. On peut faire toutes les couleurs. Et le bleu qui Voilà, était par vraiment exemple, un très, autre très... qui est vert olive, celui-là. D'accord. Voilà, Et ce d'autres bleu qui couleurs. était dans les cathédrales, comment était-il Le fameux bleu de obtenu? Chartres, ah oui, par exemple, qu'on trouve. Alors, C'est ce qui est ça. drôle, c'est que ce qui montre à quel point, oui, une autre couleur encore, à Mhm. quel point on est C'est du ouvert métal. et œcuménique. Mhm. C'est que ceux qui ont trouvé ça à l'origine, c'est des alchimistes chinois. Voilà, et pas n'importe quel alchimiste. Il y avait un empereur qui est le premier empereur, Qin Shi Huangdi, et qui s'est dit, voilà, moi, en tant qu'empereur, il faut que j'ai une couleur que les autres n'aient pas. Et la seule couleur qui n'existe pas dans la nature, c'est le violet. Et on est obligé de mélanger des couleurs, on ne peut pas l'avoir d'une manière native. Même les Romains, ils utilisaient du rouge qui mélangeait avec du bleu pour avoir le pourpre. D'accord. Alors, les alchimistes chinois ont cherché, puis ils sont tombés sur un métal qui est du barium. Et ils l'ont vitrifié, et ça a fait une couleur, ça fait deux couleurs, ça fait un violet incroyable et un bleu incroyable. Alors, le seul problème, c'est que c'est un métal alcalin, et si on met de l'eau dessus, ça explose. Donc, ça a été très délicat à le mettre en œuvre. Et Qin Shi Huangdi n'a pas vécu longtemps après, donc il n'a pas profité de cette couleur. Et ceux qui en ont profité, c'est les Han. Et c'est pour ça qu'on parle du bleu ou du violet Han, qui est fait comme ça, c'est-à-dire par vitrification du barium. Alors après, le temps s'écoule, et puis des alchimistes occidentaux rencontrent des alchimistes chinois, et les alchimistes chinois donnent le secret à ces alchimistes occidentaux pour faire ce verre. Et à partir de ce moment-là, on va voir arriver en Occident ce bleu extraordinaire ou ce violet extraordinaire qu'on trouve par exemple à Chartres et qui est bien fait avec ce métal. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on le sait d'un point de vue chimique il y a très peu de temps parce qu'on a analysé le verre, on s'est rendu compte qu'il y avait du barium dedans, ce qui n'est pas du tout un métal facile à travailler. Donc la leçon de cette histoire, c'est que les alchimistes de tout poil, de toute plume, de toute couleur, de tout sexe, de toute religion et de tout pays ont toujours travaillé ensemble et se sont toujours transmis les secrets pour le plus grand bien et pour le plus grand nombre. À Chartres, il y a certains vitraux qui sont faits de cette manière-là. On peut retrouver des rouges aussi qui sont faits avec de l'or et qui sont très particuliers. On a l'impression qu'ils sont éclairés de l'intérieur. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on veut faire des vitraux rouges, c'est pour ça que c'est les vitraux qui coûtent le plus cher, on met de l'or dedans. Mais on met de l'or dedans. L'idéal, ça serait de vitrifier 100% or pour avoir cette couleur. Donc imaginez les vitraux rouges qui sont faits avec de l'or, les vitraux bleus qui sont faits avec de l'argent, on a la lune et on a le soleil. Il suffira de les mettre des bons côtés sur la cathédrale, côté du soleil et côté de la lune. Et évidemment, quand ils vont se croiser à certaines périodes de l'année, eh bien, le rouge et le bleu vont faire du violet, qui est la couleur de la spiritualité. Et c'est sûr que ce jour-là, on va avoir une ascension. Il y a par exemple ce qui s'est passé avec la guilde des nains de Venise. C'est-à-dire qu'il y a des verriers qui ont trouvé qu'en rajoutant un certain métal à l'intérieur du verre, on avait un bleu particulier qui est le bleu de Venise. Ce métal, c'est du cobalt. Les personnes le savaient. Et ceux qui allaient chercher ça, c'était une guilde de nains qui a donné les nains de Venise et qui a donné toutes les histoires de nains qui vont creuser les montagnes pour aller chercher, évidemment, à l'intérieur vitriol. Hein. Je vous rappelle qu'on visitait à l'intérieur de la Terre pour chercher une pierre occulte. C'est le travail des nains. Les nains, c'est pas des nains, c'est des gnomes de gnose, de la connaissance. Donc, tu vas chercher les nains qui vont chercher à l'intérieur de la Terre ce métal mystérieux.
ça commence à Venise. Et effectivement, ça a permis d'avoir un bleu unique, qui a été unique au monde pendant des siècles jusqu'à ce qu'on sache ce que c'était. Il y a beaucoup d'alchimistes qui ont trouvé des secrets de fabrication, mais la différence entre la chimie et l'alchimie, c'est que c'est pas leur but. Les chimistes essayent de faire, les alchimistes essayent de défaire. C'est-à-dire, on cherche pas des produits, non, on cherche des dissolvants. Mais par conséquent, quand on a, par exemple, les alchimistes chinois travaillent sur la voie sèche et ils montent à des températures très élevées, c'est pas un hasard s'ils inventent la poudre, hein, qui permet d'avoir de très hautes températures. Le seul problème, c'est qu'aucun contenant ne résiste. Donc, ils essayent avec tout. Ils essayent avec des pierres, ils essayent avec des terres, et un jour, ils tombent sur une terre blanche. Et quand ils la chauffent très fort, ils s'aperçoivent que non seulement elles ne font pas, mais elles se vitrifient. Ils viennent d'inventer la porcelaine, parce qu'ils sont tombés sur du kaolin. Et c'est pour ça que les alchimistes chinois ont découvert la porcelaine. Parce qu'ils ne cherchaient absolument pas la porcelaine, ils cherchaient une terre qui résistait à la fusion. Et il se trouve que cette fusion, justement, non seulement ne détruisait pas cette terre, mais permettait justement qu'elle fusionne et qu'elle fasse ce qu'est la porcelaine. Et donc, ils ont trouvé simultanément, je vais dire, la porcelaine, et ils ont trouvé aussi la poudre parce qu'ils avaient besoin de monter très haut en température. Et pour monter très haut en température, ils ont mélangé un certain nombre de choses qu'ils ne savaient pas à l'époque, mais ils ont utilisé du salpêtre, c'est-à-dire du sel de pierre. Et ce sel de pierre, ils se sont aperçus que quand on le mettait avec du charbon de bois, il se passait quelque chose, quoi. Alors, ils ont fait le mélange sel de pierre, charbon de bois et soufre, et ils viennent d'inventer la poudre noire, qui à l'origine était très humaniste. Ils s'en sont servis en premier pour faire des feux d'artifice. Pourquoi? Parce qu'ils ont mêlé cette poudre noire à des métaux, ce qui prouve que leur but, c'était pas de faire des explosifs, mais c'était de voir la réaction qu'il y avait avec les métaux. Et il se trouve que quand ces métaux, cette poudre métallique, étaient en contact avec la poudre noire et qu'on allumait, ça faisait des couleurs. Et par conséquent, ils ont dit, c'est génial, on va faire des couleurs. Et donc, ils ont commencé par des feux d'artifice. Puis après, on s'est rendu compte que si on comprimait tout ça et qu'on allumait, là, ça faisait pas la même chose. Donc, c'est plus tardivement que la poudre est venue pour faire des armes, quoi. En plus, c'était pas du tout chevaleresque, on pouvait tuer quelqu'un à distance, donc ça n'allait pas, quoi. Mais les alchimistes ont trouvé des tas de choses, alors que c'est pas ce qu'ils cherchaient directement. Mais c'était pas des mauvais chimistes, hein, non plus. On dit souvent que l'alchimie, c'est une proto-chimie. Pas du tout. On cherchait pas du tout la même chose. Donc, par conséquent, on a pu trouver des choses et tenir compte d'un certain nombre de choses que les gens ne tiennent pas dans un point de vue chimie. C'est-à-dire ce fameux spiritus, il y a des jours où il y en a le plus, il y a des périodes de l'année où il y en a le plus, donc on va faire des opérations à ces moments-là. C'est pas parce qu'on est superstitieux, c'est parce que la partie qui nous manque est vraiment plus importante à ce moment-là. Elle existe vraiment, cette partie. Et c'est pas parce qu'on la voit pas et qu'elle est impalpable qu'elle n'existe pas. On est bien placé pour le savoir aujourd'hui. On a mis des siècles à comprendre que notre ère était pas si impalpable et si vide que ça, mais qu'il fait plein de trucs divers et multiples. On a mis longtemps à y croire. Maintenant, on est en plein dedans, quoi. Moi, j'ai une question personnelle à te poser, Patrick. C'est la réalisation de l'épée de Mathieu. Et je voudrais savoir si tu as mis longtemps, si tu as pris, qu'est-ce que tu as pris comme oxyde, enfin, que tu nous racontes un petit peu le chemin. Tu parles de quelle épée, de quel Mathieu? Mathieu Chédid. Ah, c'est sa guitare, c'est pas son épée. C'est drôle que tu dises ça. Guitare, oui, c'est vrai. Mais c'est très très drôle. C'est très très drôle que tu dises ça maintenant. Je peux pas te dire encore pourquoi, mais tu vas voir que tu as une immense prémonition et que c'est extrêmement intéressant que tu dises ça. D'accord, oui, c'est la guitare, c'est vrai. Voilà. C'est sa guitare. L'idée pour le moment, c'est d'utiliser de l'or aussi et d'utiliser une escarboucle, c'est-à-dire une pierre de feu. C'est-à-dire une pierre qui rayonne justement de ce feu un peu intérieur, quoi. L'idée, c'est d'accorder ça avec la vibration, et ce qui permet de créer justement une vibration sonore qui va porter une autre vibration qui peut-être va créer un équilibre. C'était l'idée. D'accord. Alors jusqu'à présent, cette guitare n'a pas été utilisée parce qu'elle est difficile, m'a dit Mathieu, très difficile à manier, à dompter, pourrais-je dire. Mais je pense qu'elle va avoir tout à fait et assez bientôt une autre utilisation. Mais je ne peux pas en dire plus, même si ça me brûle les lèvres. Ok. Bon, écoute. Mais vous aurez une surprise avec ça. Le monde aura une surprise, une belle surprise avec ça. Voilà.
Évidemment, je vous ai dit au début que nous, ce qu'on cherche, c'est à l'envers, pas à l'endroit. Donc, à chaque fois qu'on aura l'allégorie du miroir, c'est finalement une porte. C'est tellement une porte, par exemple, que pendant très longtemps, quand on avait un défunt dans une pièce, on masquait les miroirs, justement pour être sûr qu'il ne se perde pas, qu'il se perde pas entre les mondes et qu'il aille au bon envers ou au bon endroit. Et d'ailleurs, le côté vert va nous donner, l'envers va nous donner la couleur verte. Et à chaque fois qu'on aura cette couleur verte, c'est la connaissance des choses cachées. Quand Goethe fait le serpent vert, il a une idée derrière la tête. Et même pour reprendre des films, évidemment, je peux pas passer à côté de Star Wars. Yoda, il est vert quand même. Et il a la connaissance des choses cachées. Il a aussi cette transmission. Mais Besson aussi, regardez, Besson, il fait 4 films sur 4 éléments. C'est quand même étrange, hein. Il fait Le Grand Bleu pour l'eau, il fait Nikita pour le feu, il fait Le Nettoyeur Léon pour l'air et il fait Underground pour la terre. Puis une fois qu'il a fini ces 4 éléments, il fait un autre film qui s'appelle Le 5e élément. Je pense qu'on peut avoir une idée derrière la tête quand même. Et après le 5e élément, là, le dernier film qu'il a fait, c'est quand même la clarté, c'est la lumière, hein. Donc on peut vraiment se poser cette question. En tout cas, c'est une question que j'aimerais bien lui poser parce que c'est forcément pas un hasard. Partir sur cette vision-là, 4 éléments puissent faire la quintessence, le 5e élément derrière, et puis après faire un dernier film qui est la clarté, qui est la lumière, on peut franchement se poser la question. Donc je pense que c'est une évidence que ce soit des écrivains, des sculpteurs, des peintres, tous les artistes finalement pour moi sont des relais, transmettent quelque chose. Et ils utilisent soit une codification qu'on peut comprendre, soit une codification qu'on ne peut pas encore comprendre, mais qui vont nous donner des clés. Je pense avec le château d'If, vous voyez, le comte de Monte Cristo. C'est quand même bizarre ce nom, Monte Cristo. On a une drôle d'idée, hein. Et Monte Cristo, en plus, il s'appelle Edmond Dantès. Donc, c'est dantesque. Donc, c'est Dante, finalement. Donc, en gros, il nous parle de la Divine Comédie, quoi. Et en plus, ce qui est sûr, c'est qu'il était en train de traduire la Divine Comédie pendant qu'il a fait ça. Et ça veut dire qu'à l'intérieur, même le nom de ces personnages nous ont donné des clés. Alors, c'est pas nouveau, je veux dire, quand on prend la quête des chevaliers de la table ronde, tous les personnages ont une clé dans leur nom et des interprétations différentes. Donc, évidemment, je pense à Chrétien de Troyes, mais je pense plus à Wolfram von Eschenbach, qui, lui, a utilisé le texte sans rien masquer et qui donne une portée ésotérique, magique et alchimique hallucinante. On parlait de la langue des oiseaux, on est là aussi pour ça. À un moment, il combat le dragon, Fafner, et il est éclaboussé par le sang du dragon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lèche les doigts. Et au moment où il se lèche les doigts, il comprend le langage des oiseaux. Donc, si tu prends le sang du dragon, tu vas comprendre le langage des oiseaux. C'est quasiment en mode d'emploi. Je ne parle pas de Rabelais. Alors Rabelais, lui, il a utilisé la langue des oiseaux complètement et il a mis des formules chimiques, il a mis des modes d'emploi à l'intérieur, mais complets. Il écrit 5 livres et les clés les plus importantes sont dans le 5e livre, en sachant que c'est un livre apocryphe. C'est qu'il a été écrit après sa mort. Qui l'a écrit, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'il met à l'intérieur est incroyable. Déjà, pour nous, ça va vous donner des clés. Tous les personnages importants commencent par la lettre G. Grand-Gousier, Gargamel, Gargantua. Et la lettre G, c'est une spirale qui nous dit « va chercher à l'intérieur des choses ». C'est donc la curiosité. Ça tombe bien, c'est des géants. Géants. Et c'est quoi la quête? C'est la quête de la dive bouteille. La dive bouteille, c'est ce qui rend divin finalement, car le vin rend divin. Et c'est pas Gargantua qui va le trouver, c'est son fils. Et son fils, il s'appelle Pantagruel. C'est-à-dire, le 5 est devenu devant et la lettre G est devenue au milieu. Donc, il doit y avoir un truc quand même, hein. Et ce Pantagruel, 5e livre, chapitre 19, arrive dans l'île de la quintessence. C'est quand même étrange. Et là, il rencontre la reine de Lanternois, celle qui a une lanterne sur la tête, c'est-à-dire celle qui est capable d'éclairer. Et elle le met dans la main du contenant, c'est-à-dire Babuc, c'est-à-dire le guide, celui qui contient, mais qui n'est pas le contenu. Et donc, il l'amène dans un temple souterrain où là, il va descendre par 3 marches. Il va arriver sur une fontaine à 7 côtés avec 7 couleurs, 7 métaux, 7 minéraux, ainsi de suite. Et évidemment, Babuc lui dit « puise à l'intérieur de la fontaine et tu vas trouver ce que tu désires de plus ». Et lui, évidemment, il va trouver du vin de Chinon. C'est Rabelais quand même. Mais il va lui donner le secret. Et le secret, c'est trinque. Et on ne comprend pas pourquoi. On dit, ça y est, ils ont bu un coup, ils trinquent. Non, il vient de lui donner le secret de la quintessence. Parce que quand on a du vin, il n'excite que 4 sens.
on le voit, on le sent, on le goûte, on le touche, mais on ne l'entend pas. La seule manière de l'entendre, c'est de trinquer. Et effectivement, maintenant, j'ai la quintessence. Et c'est tellement vrai que quand ils ont fini de trinquer, eh bien, il remonte et la reine le nomme abstracteur de quintessence. Et elle lui dit, maintenant, tu vas aller te présenter à mon premier cuisinier. Et le nom du cuisinier dans le texte, c'est Gébert. Donc, quand même, là, on s'aperçoit qu'il pousse un peu loin le bouchon, hein. Mais ça veut dire que quand on comprend un peu les textes, on s'aperçoit que c'est même pas masqué, quoi. Les choses sont. Il donne par exemple la formule de l'acide chlorhydrique. À un moment, il dit, ça c'est chapitre 18 du 5e livre, où avec son copain Panurge, Pantagruel et Panurge font couler un bateau pour s'amuser. Et là, évidemment, il y en a qui se noient, c'est pas drôle du tout. Et il y a donc Panurge qui dit à Pantagruel, il faudrait les sauver maintenant. Et Pantagruel, non, 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 parce que dans l'eau de mer, ils vont trouver le nitre et le borax qui va leur servir dans la cuisine de Gébert. C'est textuellement marqué. Évidemment, si je prends du sel et que je le casse à l'intérieur, je vais trouver de l'acide chlorhydrique, je vais trouver son esprit, de l'esprit de sel, bien sûr. Donc là, à travers ça, il nous donne une vraie formule chimique, une vraie manière de faire des choses. Donc, il a glissé à l'intérieur de ses textes un savoir-faire qui n'est pas seulement matériel, qui est loin même d'être matériel. Et je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a foule de livres d'alchimie qui ne nous montrent pas comment faire, mais comment défaire. C'est-à-dire, finalement, quand on prend des livres d'alchimie, le mode d'emploi, il y en a 3 lignes ou 10 lignes. Et le reste, ça sert à quoi? Ben, ça nous permet de nous mettre en diffusion, justement. La clé des livres, c'est pas de lire ce qu'il y a dedans, mais c'est de nous mettre dans un état où on peut recevoir quelque chose d'autre. Quand on nous dit lisez entre les livres, entre les lignes, vous pouvez pas savoir à quel point on a raison.